et messieurs, chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et du monde, il ne vous a sans doute pas échappé qu'hier s'est tenu un des rendez-vous majeurs de cette campagne présidentielle qui s'achève. Je parle évidemment du fameux débat d'entre-deux tours. À l'issue de cette confrontation d'idées, je crois que les Français sont mieux renseignés sur les enjeux fondamentaux du choix de dimanche, sur le bilan d'Emmanuel Macron et sur le projet d'espérance que je porte. Ils auront surtout eu la confirmation de ce qu'ils pressentaient de la personnalité d'Emmanuel Macron. Permettez-moi de revenir un peu avec vous sur l'attitude affichée par le président candidat tout au long de ce débat. On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes-nous vraiment étonnés? Son attitude d'hier soir, son dédain, c'est celui avec lequel il traite les Français depuis bientôt 5 ans. Tout cela ne me paraît pas très digne de notre démocratie, de la fonction présidentielle et du respect que l'on doit au peuple français. Dès le début de la campagne, souvenez-vous, Emmanuel Macron a refusé le débat avec les autres candidats, comme s'il ne comptait pas, comme si les Français qui votent pour ces candidats n'existaient pas, comme si toute proposition alternative à sa politique ne méritait aucune considération, comme s'il était le détenteur d'une vérité révélée que personne ne pouvait contester sans subir ses moqueries et ses anathèmes. J'en ai assez, comme vous, de cet irrespect permanent. Je serai quant à moi la présidente du respect des Français et je sais qu'ils attendent désespérément du respect. Mais en réalité, l'attitude d'Emmanuel Macron est tellement révélatrice d'un quinquennat de délitement démocratique. Chacun hier soir a compris qu'Emmanuel Macron n'aimait pas les Français, et tout particulièrement ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique parce qu'ils la subissent dans leur quotidien. Peut-on confier 5 ans de plus à un président Peut-on confier 5 ans de plus à un président qui hausse les épaules quand on lui parle de l'immigration massive et anarchique qu'il a fait entrer dans notre pays? Un président qui hausse les épaules quand on évoque cette insécurité, cet ensauvagement qui blesse dans leur chair tant de nos compatriotes? Peut-on confier 5 ans de plus à un président qui hausse les épaules et ne se remet jamais en question, notamment quand on évoque l'affaiblissement terrible du pouvoir d'achat? Et surtout, avons-nous envie de confier notre pays à quelqu'un qui explique, après un quinquennat de brutalité, qu'il a le regret de ne pas être allé plus vite? Il ne regrette ni ses grossièretés envers les non-vaccinés, ni la baisse des APL, ni son mépris pour les 5 400 000 chômeurs, ni la suppression de l'ISF. Non, il regrette de ne pas être allé assez vite. Imaginez un peu ce que pourrait être un second mandat qui irait donc plus loin que le saccage en cours. Il est encore temps, je dirais même il est plus que temps de mettre fin à cette marche effrénée qui nous mène nulle part.
Mes amis, c'est précisément dans ce but que nous menons campagne depuis des mois, que nous parcourons les villes et les villages de notre beau pays. Nous avons fait cette campagne avec joie et humilité, avec sérieux et conviction, et surtout, avec cette conviction qu'il n'y a pas de fatalité et que si le peuple vote, le peuple gagne. Je le dis souvent, je crois profondément que les peuples qui cessent d'espérer cessent d'exister. Mais quand je vous vois si nombreux, si enthousiastes, je sens chez vous cette volonté farouche de rester vivant, cette envie de France. Malgré le déchaînement du système, prête à tout pour sauver le soldat Macron, je sens un espoir se lever dans tout le pays. Quand je vous vois tous, je crois que je ne me suis pas trompé. Lui, il n'a pas fait campagne. Et après avoir attendu si longtemps, refusant le débat d'idées pourtant nécessaire en démocratie, c'est avec une fébrilité étonnante que le président candidat a daigné s'y mettre. On l'a vu perdre ses nerfs, utiliser des arguments sans queue ni tête, distiller un catastrophisme qui n'a absolument aucun sens. Il nous a accusés de vouloir dévacciner les Français. Comme si cela voulait dire quelque chose. Dévacciner les Français, mais où sont-ils allés chercher ça? Est-ce que ça aussi c'est une formule conseillée par McKinsey? Si c'est le cas, ils sont quand même payés cher pour un résultat assez minable. On a vu défiler les ministres hagards et la litanie des arguments habituels, de ceux d'ailleurs qui n'ont pas d'arguments, l'anathème d'extrême droite, répété à tort et à travers, comme si vous, qui êtes ici, comme si les millions de Français que je représente avaient quoi que ce soit à voir avec l'extrême droite. Depuis le début de cette campagne, je n'ai pas entendu un seul argument valable contre mon projet. Pas un seul. Et pour cause. Ce projet est parfaitement réalisable, juridiquement applicable, financièrement soutenable. Il est chiffré, sérieux. Il a été travaillé avec des experts, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des chefs d'entreprise et surtout, il a été mûri lors de mes rencontres avec les Français sur le terrain. C'est avec vous, c'est à votre contact que j'ai affiné, préciser, renforcer ce projet. Car ce projet, en réalité, ce projet, il n'a qu'une seule ambition, vous servir. Le projet que nous présentons aux Français est une ode à la France que l'on aime. Il est un acte d'amour et de respect. Amour de notre pays, respect de notre peuple, attachement à nos valeurs, à commencer par la liberté. Il n'est pas de plus beau nom que le nom de France. Le pays des Français, Français qui vient de franc, c'est-à-dire des hommes libres. Notre projet vous invite à la liberté, celle des personnes et celle des peuples. Notre projet est l'expression de la pieuse déférence que nous portons à nos pères et aux pères de nos pères. Il témoigne de notre détermination à défendre leur mémoire et donc notre histoire. Il est la marque de confiance que nous avons dans chacun des Français, dans leur honnêteté, dans leur esprit d'indépendance, dans leur intelligence et collectivement dans leur sagesse. Il n'y a pas de peuple plus adulte et politique que les Français. Et j'ai confiance dans leur capacité à s'extraire des manipulations grossières, à s'affranchir du prêt-à-penser qu'une cohorte de tristes sires tente de leur servir. Filles et fils de France, filles et fils du peuple de France,
N'écoutez pas les marchands de peur. Ne croyez pas les colporteurs de calomnie. N'emboîtez pas le pas aux instigateurs d'inutiles et vaines tensions. Depuis 5 ans, il gouverne ainsi. Pour appliquer son seul programme, c'est-à-dire rester en place, le système se drape de morale et bat le rappel des éclopés de la politique, la triste ribambelle des anciens premiers ministres défaillants ou des présidents défaits. Ces fantômes de la politique que le peuple a congédiés. Et vous le savez, personne ne peut croire que l'empilement des incompétences puisse donner de la compétence. Et niveau résultat, Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle. Quel bilan calamiteux! Sans parler d'immigration ou de sécurité pour lesquelles je crois chaque Français ne peut que constater quotidiennement l'échec de la politique macroniste. Son bilan économique est aussi catastrophique. Oui, celui qu'on nous avait présenté comme un surdoué de la finance est en réalité un cancre. Plus de 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires et un déficit de notre commerce extérieur record. Mais au-delà du bilan, il y a son projet et sa personnalité. Les projets politiques, vous savez, mes chers amis, le nôtre comme celui d'Emmanuel Macron, ne sont pas qu'un catalogue de mesures. Derrière les grandes orientations transparaît toujours la véritable philosophie qui les sous-tend. La conception qu'ils ont de l'homme et du monde, la vision qu'ils portent pour les décennies qui viennent. La mienne, ma vision politique, est profondément, sincèrement humaniste. Elle place l'homme, les familles, la famille des familles qu'est la nation, nos enfants, au cœur d'un projet que j'ai voulu pour tous, au cœur du cœur de la femme et de la mère que je suis, et demain, si vous le décidez, à partir de mai prochain, au cœur de la décision publique. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de soutenir que le choix de dimanche prochain sera un choix de société et même de civilisation. Dimanche, l'alternative est simple. Soit la vision mondialiste d'Emmanuel Macron qui défend une conception post-nationale, un monde nomade et liquide. Une vision qui programme une déréglementation générale, un effacement de l'État et une privatisation de la décision publique. Une vision qui réduit les relations entre les personnes en rapport économique, c'est-à-dire en rapport de force, souvent empreint de mépris social, d'absence d'empathie et de brutalité. Soit la vision nationale que nous portons, qui est une vision fraternelle, une société unie autour d'un État bienveillant qui assure aux Français, à tous les Français, le respect, la dignité et une protection sociale et physique à tous les moments de la vie. Ce débat qui pose deux visions, les nationaux et les mondialistes, les partisans de la protection et les tenants de la déréglementation, se déroule dans toutes les démocraties du monde. Il est normal qu'il se tienne enfin en France et que le peuple ait à l'arbitrer. Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, banco! La question sera finalement assez simple. Macron ou la France? Manifestement, c'est la France. Il nous semble qu'on ne peut pas être président si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas voir la souffrance des gens. La grande pauvreté, le sentiment d'abandon, la dépression civique, le décrochage du pays, l'abîme qui se rapproche, les milliers d'entreprises, comme celle de routiers que j'ai vues tout à l'heure,
qui sont au bord de l'abîme, plombés par des réglementations absurdes, des concurrences déloyales organisées ou par le prix du carburant qui rogne les dernières marges. On ne peut pas être chef de l'État si on délaisse les réalités, la vie des gens, pour des constructions froides, tirées de dogmes économiques ou idéologiques. Ces certitudes qui imprègnent les milieux financiers ou l'entre-soi qui dirigent aujourd'hui notre pays. La loi de la jungle que les mondialistes veulent instaurer, nous n'en voulons pas. La prime du plus fort appliquée partout et à tous, nous n'en voulons pas. Le sacrifice de l'intérêt général au bénéfice des intérêts particuliers, nous n'en voulons pas. Dans cette élection, nous sommes la seule alternative face au système. Une alternative populaire et sociale face à ce pouvoir oligarchique, ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns. Nous ne voulons pas laisser les logiques de l'argent, celles des banquiers et des cabinets de conseil américains nous indiquer le chemin. Ils nous mèneront vers l'isolement, ils nous mèneront vers la discorde et vers l'abîme. Nous ne voulons plus de la courte vue des raisonnements comptables, comme la suppression des lits d'hôpitaux au prétexte qu'ils pouvaient, à certains moments, parfois être vides. Nous ne voulons plus que les petites logiques boutiquières entravent les décisions nécessaires au bien commun, comme on l'a vu pour la santé, l'hôpital, les personnes en situation de handicap ou en état de détresse sociale. Face à cette oligarchie froide qui confisque le pouvoir, face à l'élite autoproclamée, arrogante et moralisatrice, nous sommes la voix et l'âme de la majorité silencieuse. La majorité trop gentiment silencieuse. Une majorité que j'appelle à donner de la voix en me donnant ses voix. Mes amis, si la majorité silencieuse décide de sortir de son silence en votant, elle triomphera. Elle cessera enfin de se faire imposer une politique qui la ruine, qui l'abaisse, qui la déclasse. Et ceux qui sont tentés par une stérile abstention, je leur dis, si vous n'allez pas à la politique, c'est la politique qui viendra à vous, qui vous rattrapera, avec Macron qui vous maltraitera pour des années encore. À quoi sert-il de crier partout Macron démission quand dans 3 jours, vous pouvez le congédier sans avoir à lui demander la permission? Nous appelons les Français à faire barrage à Emmanuel Macron. Parce que pour faire barrage, il faut voter. Eh oui, pour faire barrage, on ne s'abstient pas, on vote. Et on vote pour le seul front qui soit républicain, le front anti-Macron. Il a eu sa chance. Il a eu sa chance, il a échoué. Il a surtout montré qui il était. Son quinquennat fut une séquence confuse, chaotique, dont il ne reste qu'une impression de tension et de violence. Et au compteur, 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires et 400 000 pauvres de plus. Mais au milieu de ces confusions, mes chers amis, savamment organisées, savamment étudiées, comme autant d'écrans de fumée, il y a ces destructions profondes de l'État-nation, la disparition des corps intermédiaires, la disparition du statut des diplomates, la disparition du statut des préfets, tous ces hauts fonctionnaires ayant vocation à être demain remplacés par des courtisans nommés par le fait du prince. Des salariés de McKinsey iront représenter la France à l'étranger ou gérer nos départements. Le projet d'atteinte au statut des enseignants est lui déjà annoncé. Je vous le dis solennellement, c'est l'ensemble des fondations de notre État-nation qui sont en danger. Son bilan est accablant et dit ce qu'il sera du sort de notre pays si Emmanuel Macron devait par malheur être reconduit.
De l'autre côté, il y a notre projet. Notre projet est l'exact contraire de celui d'Emmanuel Macron. Il est une juste et claire application d'une vision profondément humaine. Il est aussi un ressourcement de notre nation autour des principes de la République tels qu'ils résultent de sa loi fondamentale, notre loi fondamentale, la Constitution de la Ve République que nous devons au général de Gaulle. D'abord, nous défendrons le principe de notre Constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et nous remettrons particulièrement à l'honneur l'article 1 de notre Constitution que je vous lis. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Nous voulons une république indivisible, une république où chaque petit Français emportera dans son cartable les mêmes chances d'accession au savoir, à l'éducation, à l'excellence, à la promotion sociale et, pour les plus récents, à l'assimilation républicaine, dans le cadre d'une éducation qui restera nationale et dont je n'accepte pas qu'elle soit démantelée par des recrutements établissement par établissement. Nous ferons confiance aux enseignants et à nos écoles pour revivifier ce creuset de l'harmonie sociale, tout comme nous ferons confiance à notre fonction publique, la haute administration comme les fonctionnaires de tous échelons qui servent avec un dévouement admirable l'État et donc le pays. Par leur permanence, par leur neutralité, par leur conscience professionnelle, ils sont les garants de la liberté des citoyens et de la concorde civile. Avec moi, il n'y aura plus de différence entre les Français. J'ai trop souffert, mes chers amis, moi-même, d'injustice et de persécution en raison du nom que je portais. Pour que, chef de l'État, je puisse admettre, ne serait-ce qu'une seconde, la moindre discrimination. Je ne retirerai aucun droit à aucun Français. Au contraire, je leur en reconnaîtrai de nouveaux. Une république indivisible. Cela signifie aussi que nous ne pouvons plus admettre que les territoires de notre pays suivent des destinées différentes. Les uns sous l'effet des mafias ou des obscurantismes, les autres du fait des déconstructions brouillonnes des institutions locales, les troisièmes par abandon des pouvoirs publics. Un millier de quartiers, ces quartiers que certains se sont résignés à qualifier de territoires perdus de la République. C'est presque poétique. Ce millier de quartiers échappe aujourd'hui à l'autorité républicaine. C'est un fait qu'il nous faut traiter. Des ghettos liés à une immigration anarchique, incontrôlée. On est passé aux zones de non-droit. Elles s'érigent et s'enferment aujourd'hui, pour certaines en zone de non-France. Nous tarirons le flot migratoire massif et anarchique qui ajoute sans cesse de nouveaux problèmes et éloigne chaque jour davantage la perspective d'une assimilation réussie. En matière de sécession des territoires, il ne suffit plus seulement de regretter la communautarisation comme l'a fait le président sortant sans rien faire, mais d'agir, agir enfin. Nous mettrons un terme au communautarisme ou au gangstérisme qui ont fini par transformer le grand manteau uni de la France en une peau de léopard. Face aux mafieux, croyez-moi, ma volonté ne fléchira pas, ma main ne tremblera pas. Mais la République indivisible, ce sera aussi le retour d'une justice territoriale, par un rééquilibrage au profit de nos campagnes et de nos villes moyennes.
Aujourd'hui, elles sont vampirisées par les métropoles, laissées à l'abandon, à la désertification. J'ai rencontré des milliers de Français qui se sentaient dans la ruralité, dans les campagnes, dans les villes et les villages, et même dans la périurbanité, totalement abandonnés par l'État. Alors nous appuierons la revitalisation des campagnes par des incitations fiscales à l'installation ou à la transformation d'entreprises. Il ne s'agit plus seulement, comme le dit le proverbe, de remettre l'église au milieu du village. Il s'agit de remettre aussi l'école au milieu du village, la mairie au milieu du village, les commerces au milieu du village, les services publics au milieu du village, la gare au milieu du village. Sur tout le territoire, nous favoriserons l'installation de pôles d'excellence innovants et d'industries de transformation dans le cadre d'une grande politique de réindustrialisation. C'est essentiel. Nous mettrons en œuvre le patriotisme économique. Nos cantines doivent servir des produits locaux, issus du savoir-faire et du travail de nos producteurs. Bien sûr, nous ferons de la protection de l'environnement le fil rouge de notre politique, car elle est une des facettes de l'amour que nous portons à notre pays, à son patrimoine naturel, à sa fantastique biodiversité. Mais l'écologie n'est pas la répression. L'interdiction de rouler, de se chauffer ou de louer son logement, ce n'est pas de défigurer nos paysages et nos côtes avec des éoliennes de 200 mètres de haut. L'écologie, ça n'est pas de persécuter ou de ruiner les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. L'écologie, c'est une révolution consentie, menée à un rythme soutenable, accompagnée par des progrès techniques. L'écologie, c'est de mettre en œuvre notre révolution localiste de développement des circuits courts pour permettre de produire et de consommer au plus près. C'est cela, la vraie écologie, un système économique éco-vertueux, loin des traités de libre-échange, des super-tankers super-polluants, loin de l'économie mondialisée. Tout le monde sera gagnant avec notre politique d'aménagement du territoire. Les campagnes, évidemment, qui vont connaître par notre plan de démétropolisation un nouvel essor et retrouver la vie. Les citadins aussi, qui profiteront très vite du désengorgement des villes avec des loyers moins chers et donc des surfaces plus grandes, des transports désaturés, des embouteillages résorbés, une pollution diminuée. La République indivisible, mais aussi la République laïque. Conformément à notre Constitution, la laïcité républicaine sera réaffirmée. C'est là une condition de la tranquillité civile à laquelle je suis particulièrement soucieuse. Il ne s'agit pas d'attenter à une liberté, la liberté de pratiquer son culte, quel que soit le culte, liberté à laquelle nous sommes par respect pour les croyants, par respect pour notre histoire, par respect pour nos principes républicains attachés. Il s'agit concrètement de prévenir ou réprimer les tentations de petits groupes sectaires qui répandent le poison de l'islamisme et portent atteinte à la liberté de conscience de ceux, y compris musulmans, qui ne pensent pas comme eux. Avec nous, je l'ai dit hier soir, la République vivra également une renaissance démocratique. Nous engagerons sans attendre le chantier de la représentativité et de l'expression directe des citoyens qui n'a jamais été ouvert, malgré le mouvement populaire des Gilets jaunes. Nous instaurerons une proportionnelle pour permettre à tous les courants, même minoritaires, d'être représentés à l'Assemblée nationale et de pouvoir s'y exprimer. Nous mettrons en œuvre le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Nous permettrons à 500 000 citoyens de provoquer une consultation, soit pour promouvoir une loi, soit pour abroger une loi. Chacun sera à nouveau consulté, écouté, respecté. Je suis frappé par la violence avec laquelle mon adversaire s'attaque au référendum. Mais cette hostilité n'est pas à l'égard du référendum, mes chers amis.
Cette hostilité, elle est à l'égard de vous. C'est vous qu'il veut contourner. Nous mettrons d'ailleurs en réflexion la reconnaissance du vote blanc. Notre République sera enfin résolument sociale, parce qu'il n'est pas envisageable que la nation abandonne une partie de ses enfants à la pauvreté, à la misère, à la détresse d'une vie qui ressemble finalement davantage à la survie. J'ai été la première à parler du pouvoir d'achat. Si Emmanuel Macron s'en était préoccupé, je n'aurais pas eu à le faire. Élue, je serai la présidente du pouvoir d'achat. Je serai la présidente de votre pouvoir d'achat. J'ai fait des propositions très puissantes et très concrètes sur ce sujet crucial, tant sur la baisse des dépenses contraintes que sur l'augmentation des salaires et des pensions, que sur des protections sociales supplémentaires. Nous soutiendrons les familles monoparentales françaises et ferons des personnes en situation de handicap et du statut des aidants, si dévoués et si indispensables, un axe fort de mon quinquennat. Et parce que le choix de pouvoir profiter de sa retraite en bonne santé est un choix de société, j'assume une réforme des retraites à 60 ans et 40 annuités pour les carrières précoces commencées avant 20 ans, mais jamais plus de 62 ans et 42 annuités pour les autres. Mais s'agissant de la proposition de mon adversaire, je pose la question. Qui a envie de travailler jusqu'à l'épuisement pour une pension de misère jusqu'à la fin de ses jours? La retraite ne doit pas être une source d'inquiétude, mais de repos et de tranquillité après une vie de labeur. Chacun doit pouvoir profiter à ce moment-là de la vie, des petits matins ou des longues soirées, de ses amis ou de sa famille. Nous voulons enfin que les Français, tous les Français, aient accès à une éducation de qualité, à la santé pour tous et partout, à des salaires dignes, à des logements décents, à des transports de qualité et pour nos compatriotes d'outre-mer, à l'eau courante. C'est quand même la moindre des choses en 2022. Car oui, je pense à eux, oui, nos compatriotes d'outre-mer ne quittent jamais mon cœur. Parce qu'ils sont loin géographiquement, ils doivent être plus proches de nous encore. Et ils souffrent aussi. Ils souffrent de la vie chère. Ils souffrent qu'il n'y ait pas d'égalité avec la métropole. Ils souffrent de la baisse, ou plutôt du déficit d'infrastructures et surtout du déficit de vision que l'on doit avoir pour ces si beaux territoires. Cette grande politique sociale sera financée grâce au dynamisme d'un projet qui fera des choix économiques, industriels, énergétiques, innovants et performants, mais aussi par des économies sur les dépenses injustifiées ou nocives de l'État. Nous réhabiliterons la valeur travail, dont le délaissement par les pouvoirs successifs a découragé tant d'énergie. Le travail doit être reconnu et le travail doit payer. Nous offrirons pour cela aussi aux entreprises un environnement économique, fiscal et juridique protecteur. Nous garantirons un patriotisme économique qui nous fera préférer les entreprises françaises dans les marchés publics et nous poussera à les accompagner dans l'exportation. L'État, davantage sensibilisé à l'intérêt économique national, cessera d'être spoliateur pour être protecteur, cessera d'être un censeur pour être un facilitateur.
Enfin, je veux miser sur la jeunesse, cette belle jeunesse de France. Cette jeunesse de France qui fera entrer notre pays dans l'économie de la connaissance, celle de la révolution numérique, de la transition écologique. Cette jeunesse qui nous donnera son énergie, sa créativité, sa fougue et sa soif de conquérir le monde. Nous voulons augmenter son taux d'activité qui est aujourd'hui dramatiquement trop faible. Et parce que trop de jeunes préfèrent tenter leur chance ailleurs, nous exonérerons les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu afin qu'ils restent travailler au pays. Et les jeunes créateurs d'entreprises pour qu'ils enrichissent la France. Voilà, mes chers compatriotes, mes amis, les grandes lignes de ce que je ferai si les Français me font confiance et écartent Emmanuel Macron. Je le répète, il n'y a pas de fatalité et encore moins de résultats acquis d'avance. Demain, si vous allez voter, si vous vous levez, nous serons au pouvoir. Alors, peuple de France, l'heure est venue de te lever. Peuple de France, l'heure est venue pour toi de mettre un terme à la glissade, à la course vers le déclin dans laquelle t'ont entraîné les dirigeants qui t'ont trahi sans vergogne et sans trêve depuis si longtemps. Peuple de France, l'heure est venue du grand sursaut national qui te redonnera fierté et confiance. Nous sommes prêts plus que jamais à gouverner le pays pour le mener à la prospérité retrouvée et à la confiance en l'avenir. Peuple de France, l'heure est venue pour toi de replacer la nation française au premier rang des puissances, de la faire rayonner dans le monde par son histoire dont elle peut être si fière, par le génie scientifique et technique qui a fait sa prospérité pendant des siècles, par la créativité sans limite de ses enfants, par sa langue, la plus belle langue du monde, qui en a fait la patrie des plus grands artistes, écrivains et poètes. Peuple de France, l'heure est venue pour toi d'aller demander des comptes à tous ceux qui t'ont méprisé et leur dire en face, vous nous avez trompés, vous nous avez abandonnés, vous nous avez déclassés, vous nous avez ruinés et désormais c'est à nous de vous congédier. Nous ne baisserons plus les bras. Peuple de France va demander des comptes à ces liquidateurs pour défendre ton honneur. Dimanche, ils devront enfin verser leur solde de tout compte et quitter ce pouvoir qu'ils ont accaparé avec tant de mépris pour les faibles, les fragiles, avec tant de mépris pour la nation française. Cette nation qui nous a vus naître, qui nous nourrit, et que nous, contrairement à eux, nous aimons, nous révérons, nous chérissons. Peuple de France, peuple de France, le moment où tu pourras te rendre justice dans les urnes approche. Le moment où tu pourras reléguer au rang de mauvais souvenirs le règne de ces arrogants, c'est dimanche. Oui. Peuple de France, l'heure est venue de te lever et de te rassembler contre l'oligarchie qui n'a pour seule religion que le mondialisme, la guerre incessante de tous contre tous, la saignée sociale et le règne exclusif de la main invisible des marchés, sans visage
sans âme et sans frontières. Peuple de France, lève-toi! Lève-toi contre ceux qui ont bradé ton industrie, qui ont regardé avec un sourire satisfait des centaines d'usines être délocalisées, pendant que des millions de familles françaises étaient jetées dans la misère, se voyaient arracher leur dignité et pleuraient de rage en voyant s'effondrer les perspectives d'avenir de leurs enfants. Peuple de France, lève-toi! Lève-toi contre ceux qui ont vendu à la découpe les fleurons de notre prospérité nationale. Alstom, Lafarge, Technip, tandis que montait sans cesse tandis, mes amis, que montait sans cesse le coût de la vie et que disparaissaient par millions les emplois dont nous avons tant besoin. Peuple de France, lève-toi. Lève-toi contre l'arrogance et le mépris d'une élite qui n'a eu de cesse de détruire la ruralité et nos paysans, de massacrer les petits et les humbles par son incompétence, de transformer notre balance commerciale en un gouffre sans fond, reflet de notre déclassement et signe de notre décadence. Peuple de France, lève-toi contre ceux qui méprisent tant la famille, l'enracinement, la constance des liens de solidarité qui nous unissent, qui ont méthodiquement détruit notre héritage social en l'ouvrant au monde entier, qui ont fait des mères célibataires, des veuves et des jeunes générations prolétarisées les nouveaux damnés de la terre, qui ont mis les gilets jaunes par milliers sur les ronds-points de nos campagnes avant de les réprimer avec une brutalité sans précédent. Peuple de France, lève-toi contre ceux qui ont si peu de considération pour la défense de notre civilisation, qui ont dénigré ton histoire, ta culture, tes traditions, qui ont fait de la submersion migratoire notre seul horizon démographique, qui ont autorisé la construction de mosquées cathédrales soumises aux influences pernicieuses de l'étranger, qui ont laissé prospérer le crime crapuleux et les mafias qui alimentent depuis 20 ans les rangs des terroristes auxquels la France a payé le prix du sang. Peuple de France, lève-toi. Je suis prête à te redonner ta dignité, ta confiance, ta grandeur. C'est dimanche que nous écrirons ensemble les premières pages de ce nouveau chapitre du grand récit français, déjà millénaire, que nous devons faire revivre pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos paysans, pour nos fragiles, pour nos aînés, pour nos artisans, pour tous ceux qui concourent à la prospérité de la Maison France en courbant les chines en silence depuis des décennies. Peuple de France, lève-toi pour donner vie à ce nouveau rêve français que nous construirons dès demain, unis dans la fierté, la fraternité et l'ardeur patriote qui seule nous rendra la force et le courage de rebâtir notre pays, le plus beau pays du monde. Peuple de France, lève-toi et entends cet appel. Marchons ensemble sur ce chemin de fierté et de prospérité. Un chemin qui porte 3 couleurs, fièrement arrimé à notre cœur, le bleu, le blanc, le rouge. Ce drapeau tricolore, notre drapeau, est l'étendard de la liberté. Il faut ignorer la France et ignorer le monde pour ne pas savoir que sur tous les continents, il représente le symbole de l'émancipation et du courage. Le monde nous regarde et attend que nous redevenions cette nation indépendante et forte qui œuvre à la paix du monde. Le drapeau tricolore est le signe de notre liberté dans ce monde incertain et dangereux qui se dessine, qui voudrait nous enlacer et nous entraîner, y compris vers le pire, parce que nous sommes un grand et courageux peuple, parce que nous sommes un peuple de mémoire et de fidélité. Nous savons que là où flotte le drapeau français, souffle le vent de l'histoire et de la liberté, de Brest à Strasbourg, de Dunkerque à Marseille, de Fort-de-France à Cayenne, de Mamoudzou à Nouméa. C'est sur tous les continents que flottent nos 3 couleurs.
le soleil ne se couche jamais sur le peuple de France. Alors, en ces heures de choix essentiels pour le pays, nous en faisons le signe de ralliement de tous les Français, de la nation, c'est-à-dire de la fraternité et de l'unité, de la générosité et de l'humanité, l'étendard sacré, dans les plis duquel chaque Français, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son patrimoine, quelle que soit sa ville, son village, trouve protection et respect, amour et solidarité. Les Français sont un grand peuple, un des peuples les plus admirés, un peuple qui a su éclairer le monde de sa lumière, de sa générosité et même de son engagement pour la liberté, souvent jusqu'au sacrifice. Nous voulons qu'il en soit à nouveau ainsi pour les siècles qui viennent. Alors, peuple de France, lève-toi, reprends confiance, défends ton passé, défends ton présent et surtout dimanche, défends ton avenir. Vive la République, vive la France. « 46 minutes de discours de Marine Le Pen avec cette longue anaphore « Peuple de France, lève-toi ». On va analyser tout ce qui s'est dit avec Frédéric Michaud qui est toujours avec moi. Avant ça, on reste un peu à Arras et on écoute la Marseillaise. La